Donc, je vais très rapidement introduire cette séance puisque je modère. Alors, Antoine Fabre est un spécialiste de sciences de gestion, c'est ce qu'on dit, très intéressé par l'histoire puisqu'il a consacré, tu me rectifies les Bien trucs si sûr, jamais, hein. puisqu'il a consacré sa thèse à la comptabilité du bagne de Cayenne. Donc, et c'est pas la comptabilité du bagne d'aujourd'hui, hein, vous vous doutez bien. Donc, on a là une perspective, une démarche complètement historique. Voilà. Alors, actuellement, Antoine Fabre est maître de conférence à l'université Paris-Dauphine. Et il est en ligne, hein, c'est pas un titre que vous avez sur le programme, mais Antoine est en ligne. Merci beaucoup. C'est la première d'une très longue série de présentations, justement, par des spécialistes de sciences de gestion, de comptabilité, qui sont aussi des historiens hein, de la comptabilité et de la science de gestion. On va avoir 3 sessions, parler du chiffre sans parler du tout, sans évoquer du tout la comptabilité. Ça nous a paru complètement, ça va pas du tout, enfin évidemment. Donc ils font partie du réseau Compte, ils font partie aussi de l'ANR, donc c'est un programme de recherche qui est consacré aux chiffres hein, en situation coloniale et post-coloniale. Donc c'est le réseau Compte, hein, c'est Compte, je sais pas comment on dit, si vous voulez. Voilà. Ben, merci Antoine. Du coup, tu as la parole. Il est tard chez toi, hein, si Non, ça va. tu t'endors, on criera plus fort. Mais voilà. Tu as la parole à peu près, bon, et en plus c'est moi qui dis ça, mais en gros pour 1 heure et quart, parce que moi j'ai Ok, pris, bon, et puis on a 2 heures hein, de session. Et voilà, merci beaucoup. Et il y d'accord. a Alors, Mohamed, alors, il y a Mohamed Diakité qu'on a vu 5 minutes là, et qui est intervenu la dernière fois. Il connaît bien cette salle, Mohamed, parce qu'il est intervenu en novembre dernier, justement dans le cadre du réseau Kunt ici. Il nous a présenté un papier sur c'est le comparse, hein, si on veut, d'Antoine. Et il y a le troisième, Pierre Labardin, qui n'est pas là, mais qu'on verra normalement demain. Et voilà, donc ils sont 3. Merci de venir nous présenter tout ça. À toi. alors ben, Merci. déjà, bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être là. Merci beaucoup, Emmanuel et Béatrice, pour cette invitation. Alors, je vais essayer de partager mon écran parce que j'avais... Faut que je te donne la main, je pense. non, mais a priori, ça Celui-là, c'est bon. fonctionne. C'est Ouais, bon. c'est bon. Alors, je sais pas si vous voyez Voilà. mon écran. Oui, ça y est. Super. Très Ben bien. alors, je vais On commencer. en est aux remarques finales Ouais. déjà. Tu sais, tu as presque 1 heure, hein, Antoine. Sois Oui, oui, pas. oui. Non, mais je vais essayer d'être efficace. Pour les questions, comment ça se passe, comment on fait? C'est au fur et à mesure ou on attend la fin? Non, à la fin, c'est mieux parce D'accord. que sinon, voilà. Très Si, bien. Moi, comme la ça m'est session égal. d'avant, là, ce serait pas mal. Ah D'accord. oui, alors 2 questions, Antoine. Je suis désolée, puis Mhm. après, vraiment, je me tais. Mais la première, est-ce que tu acceptes que calcul de coûts et sources historiques soient mis sur. On a un espèce de blog entre Oui, nous là qui s'appelle Google. Donc, dans ces cas-là, tu me l'enverras bien sûr. ou Ok. alors un lien, enfin quelque chose que je puisse Ouais, le ouais, mettre. ouais. Et puis aussi, alors là, tu es enregistré. Cet Mhm. enregistrement, si tu acceptes, Bien une sûr, fois pas qu'il de sera problème. passé sur YouTube, on le Ok. mettra sur Chiffre Empire. Bon, D'accord. super. Merci. Ok. Et tu verras, enfin, j'ai un autre diapo aussi, donc je t'enverrai les deux après, hein. Pas de Oui, ce serait bien. problème. C'est pas, on n'est pas en urgence, hein, mais c'est bien Oui, oui, après. oui. S'il peut y avoir D'accord. un support, je le mettrai tout de suite sur Google Scholar. Ok. Ce Super. sera plus tard sur Google. Voilà. Bah alors donc comme l'a dit Béatrice, donc moi je vais vous parler de comptabilité et de comment on fait de l'histoire de la comptabilité ou plutôt de l'histoire par la comptabilité. Donc l'idée c'est que le type d'approche que j'ai c'est de rentrer sur des terrains historiques, souvent des terrains coloniaux par les archives comptables. Et donc, d'abord, ben, en fait, je voulais commencer par vous montrer un petit peu ben, quel type d'archives on mobilise en histoire de la comptabilité, quels sont un peu les points méthodologiques auxquels on fait face. Et ensuite, ben, vous présenter un cas un peu plus spécifique, ben, celui de ma thèse sur les bagnes de Guyane. Alors, pour commencer, en fait, moi, je vais vous parler de comptabilité de gestion. Alors, je sais pas si parmi vous, vous êtes un peu familier avec la comptabilité ou pas.
Donc j'ai préféré faire d'abord une courte introduction sur un peu pour présenter un peu l'objet de ma recherche. Donc la comptabilité de gestion, si on définit ça de manière très large, c'est un système d'information comptable qui peut être donc exprimé de manière avec des unités monétaires ou non et qui a pour but d'informer les dirigeants ou les managers des organisations afin de prendre des décisions stratégiques et managériales et de s'assurer un usage efficient des ressources économiques et d'orienter les comportements des acteurs au sein de l'entreprise. Alors là, c'est vraiment une définition très générale, très managériale, et vous allez voir que dans ma présentation, en fait, le système d'information comptable dans les bagnes n'avait pas réellement cet objectif-là. Donc, en comptabilité de gestion, en fait, il y a vraiment un grand nombre d'outils qui sont utilisés. Donc, il y a par exemple des outils de reporting. Donc, c'est tout ce qui permet de collecter, d'agréger et de présenter des données comptables. Donc, ça peut être des inventaires comptables, des systèmes de mesure de la performance, des tableaux de bord, etc. Donc, c'est toutes les pratiques et les procédés qui permettent de faire remonter de l'information brute, entre guillemets. Ensuite, donc, vous avez des outils comptables à proprement parler, donc qui permettent de mesurer, prévoir et d'évaluer donc la performance de l'organisation. Donc, c'est par exemple quand on établit un budget annuel et on vérifie à la fin de l'année si on a atteint nos objectifs ou pas. Ou bien c'est toutes les méthodes de calcul de coût, et bien pour calculer le coût de notre production. Et enfin, il y a des dispositifs de contrôle qui permettent de vérifier si les objectifs de l'organisation ont été bien atteints, est-ce que toutes les activités se déroulent bien et enfin d'orienter les comportements des gens qui participent au fonctionnement de l'organisation. Donc ça peut être par exemple des systèmes de surveillance de la production, des systèmes d'incitation quand on vous paye, enfin par exemple quand on paye un commercial au chiffre d'affaires ou un ouvrier à la pièce, eh bien c'est des systèmes d'incitation. Et enfin des modalités d'évaluation de la performance individuelle. Donc voilà, donc c'est à peu près tout ça l'objet que j'étudie, donc qui est la comptabilité de gestion. Alors cette comptabilité, en fait, elle se différencie de la comptabilité financière. Donc, la comptabilité financière, c'est vraiment la comptabilité qui est normalisée, donc qui est rendue obligatoire par un certain nombre de lois, de règlements ou de normes. Cette comptabilité financière va se focaliser vraiment sur les aspects purement financiers de l'entreprise. Donc, c'est vraiment les bilans, les comptes de résultats, etc. Alors que la comptabilité de gestion se focalise plutôt sur la dimension économique. Donc, on peut prendre aussi le comportement des gens, la manière dont fonctionne l'entreprise en interne, etc. Et enfin, la troisième différence, c'est que la comptabilité financière, elle est destinée aux parties prenantes externes, donc ça peut être les banques, les gouvernements, les clients, les actionnaires, etc. Alors que la comptabilité de gestion, la plupart du temps, est plutôt réservée à un usage interne, donc pour la prise de décision, et à un caractère bien souvent confidentiel. Donc en fait, c'est très rare que les entreprises communiquent ou publient des données sur leurs coûts, etc. Alors du coup, donc moi dans mes travaux, en fait, je me focalise plutôt sur le calcul de coûts. Donc, alors, c'est une pratique ou une discipline, ça dépend de comment on veut l'appeler, qui se généralise au début du 19e siècle dans les économies occidentales et initialement sous le nom de comptabilité industrielle. Et donc, cette apparition est vraiment liée à la première révolution industrielle, puisqu'en fait, on observe donc une augmentation de la taille et de la complexité des entreprises, une intensification de la concurrence, donc le coût de production devient quelque chose qu'il faut absolument surveiller, et également une concentration inédite de la main-d'œuvre dans des espaces productifs, et donc il faut mettre en place tout un système de contrôle pour s'assurer que cette main-d'œuvre respecte les normes de production, soit suffisamment productive, etc. Donc en fait,
avec ces bouleversements liés à la révolution industrielle, il devient donc nécessaire de contrôler l'usage des ressources, l'activité de la main-d'œuvre et plus globalement la performance économique de l'entreprise. Et donc c'est là qu'on va retrouver en fait l'utilité du calcul de coût, donc qui initialement permet en fait de calculer ce qu'on appelle un coût de revient ou un prix de revient. Donc autrement dit, c'est ce que vous a coûté pour produire ou pour fournir un service à un client. Donc c'est vraiment l'ensemble des dépenses que vous avez faites et qui vous permettent de commercialiser un bien ou un service. Donc, on tient compte des coûts d'achat, d'approvisionnement, de production, de distribution, mais également de toutes les charges indirectes. Donc, les charges indirectes, en fait, c'est toutes les dépenses qui ne sont pas directement liées à la production, mais qui sont quand même indispensables au bon fonctionnement de l'organisation. Donc, ça peut être par exemple les dépenses du service de comptabilité, la rémunération du dirigeant, les frais du siège, etc., etc. Et donc tout ça, on va le prendre en compte dans le calcul du coût de revient. Et l'objectif, eh bien, c'est si par exemple on produit de l'acier, c'est de savoir à la fin, ben, une tonne d'acier, combien elle nous a coûté en tout pour la produire. Et donc, à partir de cet indicateur, combien nous a coûté une tonne d'acier, eh bien, on va pouvoir prendre toute une série de décisions. Donc, on va pouvoir évaluer la rentabilité d'un produit ou d'une activité. Donc, pour ça, on va comparer notre coût de revient avec notre chiffre d'affaires qu'on réalise sur cette tonne d'acier. On peut se comparer avec la concurrence si jamais on arrive à avoir des données sur leur propre coût de production. On peut également contrôler la performance de la main-d'œuvre. Si on se rend compte que d'un mois sur l'autre, le coût de production a vraiment augmenté, ben alors on peut se dire, ah, mais il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé dans les ateliers, ou prendre des décisions stratégiques, donc abandonner un produit, entrer sur un nouveau marché, etc., etc. Alors, donc voilà, donc là, c'était un peu une présentation un peu générale de l'objet comptable, donc j'ai essayé de ne pas être trop technique. Et alors maintenant, je vais vous présenter un peu le contexte dans lequel j'ai étudié cet objet, donc qui est en fait les bagnes coloniaux sous le Second Empire en France. Donc les bagnes coloniaux ont été initialement créés donc par Louis-Napoléon Bonaparte, donc en 1852, peu après son coup d'État, et au début c'était vraiment pour déporter les premiers opposants politiques qui s'opposaient à son coup d'État. Et ensuite, des bagnes similaires ont été mis en place en Nouvelle-Calédonie entre 1864 et 1924, tandis que les bagnes de Guyane ont fermé le dernier en 1953. Donc, ces bagnes, en fait, ont été utilisés dans le cadre de 3 lois. Donc, une première loi, comme je vous le disais, sur la déportation des opposants politiques, donc dès le coup d'État de Napoléon III en 1851. Ensuite, une seconde loi, la loi sur la transportation, donc en 1854, et qui avait pour but d'éloigner en fait du sol métropolitain tous les condamnés aux travaux forcés. Alors à l'époque, dans la loi française, les travaux forcés, c'était une peine qui était entre la peine de mort et les longues peines de prison. Donc c'était souvent des gens qui avaient commis des crimes, qui avaient fait des vols importants, etc. Donc c'était vraiment des criminels chevronnés, si on peut dire. Et enfin, en 1885, il y a une troisième catégorie de condamnés qui sont envoyés dans les bagnes de Guyane. Ce sont les relégués. Alors eux, c'était vraiment des petits délinquants multirécidivistes. C'était au bout de 3 fois qu'on vous arrêtait pour soit des petits vols ou du délit de vagabondage. Eh bien, on considérait que vous étiez un multirécidiviste et on vous envoyait dans les bagnes de Guyane. Donc moi, je me suis plutôt concentré sur la loi de la transportation, qui avait pour but, en fait, de d'éloigner toute une partie de la population carcérale du sol métropolitain et de l'envoyer bien dans une colonie
qui avait été, dont l'économie avait été déstabilisée par l'abolition de l'esclavage qui était en 1852. Car en fait, la Guyane avait une économie principalement agricole et qui reposait en fait sur une main-d'œuvre captive. Et donc, dans l'esprit des responsables politiques français, l'idée était de substituer les esclaves par des prisonniers. Et donc de faire tourner, en fait, de relancer l'économie de la Guyane grâce à ça. Donc là, ben, vous pouvez voir en fait l'ensemble des pénitenciers qui ont été construits au cours de cette époque. Alors il y en a beaucoup qui ont été en activité seulement pendant quelques mois ou quelques années parce qu'en fait il y avait des taux de mortalité très importants. Donc il y a notamment le pénitencier de la Montagne d'Argent ou de Saint-Georges qui vraiment n'ont pas duré longtemps parce que tout le monde, et les surveillants y compris, mouraient de maladie ou de malnutrition. Euh, donc voilà, donc ça, c'était vraiment les objectifs du gouvernement. Et il y avait également toute une communication autour de l'aspect réhabilitateur et moralisant du travail pénal qui avait pour but en fait de transformer le bagnard en un colon qui allait pouvoir, une fois qu'il était libéré du bagne, eh bien coloniser la Guyane et créer sa propre entreprise ou sa propre exploitation agricole. Euh, donc voilà. Alors cette première expérience en Guyane, en fait, s'est avérée être un échec à plusieurs niveaux. Alors d'abord, d'un point de vue sanitaire, en fait, les taux de mortalité de la population carcérale étaient très élevés. Donc en lien avec les mauvais traitements, le peu de nourriture et les maladies. Donc, par exemple, en 1866, les historiens estiment que 40% des bagnards qui avaient été transportés en Guyane étaient décédés. Et d'un point de vue économique, la rentabilité des travaux forcés n'a jamais été atteinte. Et donc, en fait, ces bagnes n'ont jamais été rentables pour l'État, alors que c'était vraiment dans le discours officiel qu'on avait pour but de rentabiliser les travaux forcés. Et également, il y avait des conditions de vie très difficiles, donc il y avait beaucoup de violence au sein des pénitenciers. Et comme vous pouvez le voir sur le dessin à droite, en fait, les bagnards qui étaient libérés ne trouvaient pas de travail dans la colonie. Et donc souvent, en fait, devenaient des vagabonds, mais beaucoup réintégraient le bagne parce qu'ils commettaient des délits ou des crimes. Donc voilà, donc ça c'était un peu pour vous montrer un peu le contexte de ma thèse. Et moi, dans cette thèse, en fait, je me suis intéressé à la manière dont le gouvernement français a imposé au bout de quelques années aux responsables des pénitenciers de tenir un système de calcul de coûts pour voir, eh bien, dans chaque pénitencier, combien est-ce qu'on dépensait et combien est la valeur de la production qu'on obtenait en échange. Et donc ensuite, pour pouvoir communiquer en métropole, en montrant, eh bien, combien rapportait à l'État une journée de travail d'un bagnard. Et donc, mon but vraiment, c'était de mieux comprendre le rôle joué par la quantification comptable et les pratiques qui y sont associées dans l'histoire, en fait, des bagnes coloniaux. Donc, pour vous donner rapidement une idée du type de document comptable qui était utilisé. Alors là, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment des modèles imprimés qui avaient été envoyés dans les pénitenciers pour servir de modèle en fait aux comptables sur place. Mais en fait, j'ai pas vraiment retrouvé les documents originaux parce que en fait, ils n'ont pas été conservés dans les archives. Mais finalement, vous allez voir, c'est pas ce qui m'a vraiment intéressé dans ma thèse. C'est pas vraiment les chiffres en eux-mêmes, mais c'est plutôt comment ces chiffres étaient produits
enfin, voyageait entre la Guyane et la métropole et était ensuite utilisé de manière rhétorique par différents acteurs en métropole. Donc, je me suis vraiment intéressé à l'usage discursif du chiffre. Donc ici, ben, comme vous pouvez le voir, donc là, c'est vraiment la première étape du calcul de coût. C'est le responsable de chaque chantier qui, chaque jour, doit noter eh bien quelles sont les matières qui ont été utilisées, combien de bagnards, alors là, ils les appellent les transportés, ont été utilisés pour travailler sur ça, etc. Et la nature du travail. Donc là, ici, eh bien, on a utilisé du bois, des clous en fer et une vingtaine de journées de bagnards pour confectionner une charpente du hangar. Ensuite, chaque mois, en fait, il y avait une commission qui se réunissait sur chaque pénitencier et qui valorisait, donc qui vraiment appliquait une valeur monétaire à tout ce qui avait été utilisé pendant le mois et tout ce qui avait été produit. Donc là, voilà, donc là, c'est un exemple du procès verbal des travaux effectués. Et donc, on retrouve en fait la valorisation de cette construction de la charpente. Et ensuite, tous ces chiffres étaient agrégés et envoyés en métropole, qui ensuite communiquait autour de ces chiffres. Donc là, la construction de la charpente, eh bien, elle est intégrée aux journées des bagnards qui étaient consacrés à la construction et à la réparation d'édifices. Et donc là, vous pouvez voir qu'on a la valeur estimative des produits obtenus, donc 800 873 francs. La valeur des matières premières qu'on a utilisées, donc on a dépensé environ 480 000 francs. Et donc du coup, en faisant la différence des deux, on obtient la valeur nette obtenue par la main-d'œuvre, donc 320 000 francs, qu'on divise par le nombre de journées, donc 135 282, et on trouve à la fin que une journée de travail d'un bagnard pour l'État, eh bien, rapportait une recette nette à l'État de 2 francs,37. Et donc, vous allez voir plus tard qu'en fait, ces données étaient vraiment fausses et exagérées parce que le but du gouvernement, c'était de présenter des données comptables ou des résultats économiques favorables pour maintenir en fait le régime de la transportation. Alors concernant les sources, eh bien je me suis d'abord basé sur un ensemble de sources primaires, donc notamment la série H, Administration pénitentiaire coloniale, donc aux archives nationales d'outre-mer. Donc là où j'ai retrouvé des correspondances, des règlements, des documents comptables et des rapports d'inspection. Et également tout un ensemble d'archives numérisées, donc sur diverses bases de données. Principalement, donc avec, c'est là où j'ai retrouvé beaucoup d'informations sur la communication officielle de l'État autour des bagnes coloniaux et des débats parlementaires sur ce sujet-là. Et ensuite, évidemment, j'ai utilisé toute une série de sources secondaires. Donc d'abord l'historiographie des bagnes coloniaux de Guyane. Donc là, il y a tout un tas de travaux qui ont été réalisés par des historiens, grosso modo depuis le début des années 2000. Et également, bien quelques témoignages inédits alors de gardiens, donc notamment un pamphlet qui n'a jamais été publié de Berryer en 1930-31. Également de reportages de journalistes, donc il y avait notamment l'enquête célèbre de Albert Londres en 1924 et des études académiques sur la transportation qui étaient réalisées par des universitaires de l'époque. Et il y a également, j'ai retrouvé un roman donc écrit par Pierre Zacon en 1877 qui parlait des bagnes de Guyane, mais je me suis rendu compte en fait qu'il utilisait vraiment les sources officielles qui étaient publiées par le gouvernement, donc ça n'a pas vraiment eu d'intérêt pour moi. Alors concernant les sources qu'on peut utiliser de manière plus générale pour étudier le calcul de coût, alors c'est pas forcément les documents comptables ou les règlements comptables, mais ça peut être toute une série d'autres documents qui peuvent nous renseigner sur la manière
dont le système comptable a été pensé, a été élaboré, pour quelles raisons, quels sont les acteurs impliqués, etc. Également sur la manière dont les chiffres ont été utilisés, donc ça peut être dans des débats politiques, ça peut être dans la presse, dans des études universitaires, etc. Mais également, par exemple, des rapports d'inspection qui peuvent nous renseigner sur la manière dont les règlements comptables étaient mis en œuvre par les acteurs sur place. Donc là, vous voyez, donc moi, par exemple, j'ai étudié des lettres du ministre de la Marine et des Colonies au gouverneur de la Guyane. Donc, il donnait vraiment toutes les instructions concernant le système comptable qu'il fallait mettre en place. Également, eh bien, des registres de comptes euh, tenus sur les pénitenciers. Alors ça, j'en ai pas retrouvé beaucoup et finalement, ils m'ont pas été très utiles parce que c'était très parcellaire et ça n'avait pas grand intérêt en fait d'essayer de retracer tous les comptes et la réalité des chiffres parce que c'était impossible vu le peu d'archives qu'il restait. Également, eh bien, des documents officiels, notamment des règlements comptables qui étaient publiés dans le bulletin officiel de la Guyane et de la Guyane française. Et enfin, j'ai aussi utilisé quelques articles de presse qui parlaient des bagnes et notamment des articles britanniques. Voilà, et ensuite tout un tas de documents statistiques qui venaient compléter et permettre de calculer le coût de production. Également, eh bien, des sources secondaires. Donc là, c'est vraiment tous les écrits des historiens, mais également des témoignages d'acteurs qui étaient sur place et qui racontent des histoires qui circulaient dans les bagnes ou qui racontent un peu comment se passait leur quotidien. Donc là, c'est vraiment par exemple un pamphlet écrit par un ancien gardien du bagne, donc Henri Berrier, qui raconte en fait toute la corruption et toutes les pratiques de détournement au sein des pénitenciers. Donc là, c'est pas des sources primaires puisque c'est pas les acteurs impliqués qui racontent eux-mêmes ce qu'ils font, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu, mais c'est toute une série d'anecdotes qui est rapportée par Henri Berrier. Et donc c'est vrai qu'au niveau de la véracité, on n'est pas vraiment sûr que ce soit vraiment passé comme ça, mais on a une idée en fait du type de pratique qui avait cours dans ces pénitenciers. Et enfin, bien, par exemple, l'enquête journalistique réalisée par Albert Londres, et également toute une série d'ouvrages d'historiens du BAN. Voilà, donc ça, bon, je pense que je vais passer là parce que sinon ça va être un peu long. Euh, alors, comment faire de la critique des sources quand on étudie des sources comptables? Eh bien, en fait, on se rapporte vraiment à la méthodologie des historiens. Donc, on a vraiment une approche avec une critique externe des sources pour attester de leur validité. Alors ça, il faut savoir que souvent, ce travail en fait a déjà été réalisé auparavant par des historiens ou des archivistes. Souvent, quand on travaille sur des sources, on est à peu près certain de la validité de ces sources. Mais notre travail va plutôt porter sur la crédibilité des sources, sur la fiabilité et la véracité des informations comptables ou non auxquelles on fait face. Et donc pour ça, je passe rapidement parce que c'est pas forcément très intéressant. Euh, le principal document en fait sur lequel j'ai dû avoir à faire cette approche critique, c'est la notice sur la transportation à la Guyane française et à la Nouvelle-Calédonie qui était publiée par le gouvernement. Donc il y a eu deux publications sous le Second Empire en 1867 et en 1869 et ensuite une publication en 1874. Donc ça c'est pour la période que j'ai étudiée pendant ma thèse. Et donc vraiment, c'était un compte-rendu officiel de la situation des bagnes coloniaux. Donc vous aviez toute une série d'informations sur l'organisation, sur le travail et la discipline,
la colonisation et les concessions des bagnards libérés, la situation sanitaire, etc. Tout un ensemble de statistiques sur la population pénale, sur le personnel pénitentiaire, la situation sanitaire et ce qui m'a le plus intéressé, eh bien, la situation économique et les tableaux comptables des pénitentiaires. Et donc, en fait, j'ai vraiment dû réaliser, enfin, j'ai vraiment dû prendre du recul par rapport à cette source, parce qu'en fait, en fouillant un peu dans mes données, je me suis rendu compte que les chiffres qui étaient publiés dans cette notice et qui étaient quand même assez favorables au régime pénitentiaire étaient en fait complètement faux. Puisque d'une part, je me suis rendu compte que le gouvernement avait sciemment enlevé euh, des, euh, des éléments du calcul de coût pour diminuer en fait le coût de production. Je me suis également rendu compte que l'administration pénitentiaire sur place avait tendance à un peu enjoliver les choses pour présenter en fait une bonne image de son travail. Et d'autre part, les divers rapports d'inspection sur place, sur la manière dont était tenue la comptabilité au quotidien dans les pénitenciers, en fait, m'ont appris que dans un grand nombre d'endroits, la comptabilité était tenue par des prisonniers, parce que beaucoup de surveillants ne savaient ni lire ni écrire. Donc, je vous laisse imaginer la véracité des chiffres qui sont produits par des prisonniers qui sont censés être évalués par les propres chiffres qu'ils produisent. C'est comme si on leur demandait de se surveiller eux-mêmes. Et donc, en fait, il y a tout un tas de témoignages d'anciens bagnards qui racontent eh bien, comment les bagnards qui avaient la chance d'avoir un rôle de comptable avaient un poste vraiment privilégié parce qu'ils avaient un contrôle total en fait sur la comptabilité des inventaires et donc pouvaient détourner que ce soit de la nourriture, du matériel, etc. Détourner tout un tas de choses à leur profit et en faire profiter eh bien soit leurs camarades ou bien des membres de l'administration pénitentiaire. Et en échange, eh bien, ils avaient soit un peu plus de nourriture ou un traitement de faveur, etc. Et donc, en fait, ben, ce que je me suis rendu compte au cours de ma thèse, c'est que ce document, donc cette notice sur sur la transportation, était vraiment empli d'intentions politiques et en fait était rédigé par le gouvernement pour répondre aux critiques qui commençaient à émerger sur le régime de la transportation. Donc c'était vraiment un usage politique des données comptables qui étaient faits par le gouvernement de l'époque. Et donc, ben, c'est ce qui me pousse à citer Arlette Farge donc en 1989, puisque quand on fait face à ce type d'archives, l'important ici n'est plus de savoir si les faits relatés se sont déroulés exactement de cette manière, mais de comprendre comment le récit s'est articulé entre un pouvoir qui l'oblige, un désir de convaincre et une pratique des mots, et du coup, moi, je rajoute des chiffres. Donc, c'est vraiment ça, je pense que ça résume bien l'idée de ma thèse, c'est-à-dire comment, depuis la métropole, on impose la mise en place d'un système comptable, mais que finalement, les chiffres qu'on va utiliser ne représentent pas grand-chose, n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité, mais ont vraiment un objectif de convaincre. Donc, au niveau des pénitenciers, les comptables bagnards devaient convaincre les surveillants que leur compte était à peu près juste. L'administration pénitentiaire devait convaincre le ministère que leur résultat était positif et le gouvernement devait convaincre l'opinion publique que les bagnes étaient une bonne mesure et donc qu'il fallait continuer ce régime carcéral. Euh, donc voilà. Alors il faut quand même savoir que les acteurs de l'époque n'étaient pas vraiment dupes. Il y a notamment un député qui a réalisé donc une enquête parlementaire sur les régimes pénitentiaires qui doutait publiquement de la véracité des données qui étaient contenues dans cette notice. Mais en fait, c'était vraiment la seule source d'information que l'on avait sur la Guyane et sur les bagnes coloniaux. Et il a vraiment fallu attendre les premiers reportages de gens comme Albert Londres pour que l'opinion publique se rende compte de la réalité du quotidien carcéral.
Donc voilà, bon, je vais passer un peu plus vite. Euh, voilà, alors là, sur la question de la localisation des archives, alors quand on travaille sur de la comptabilité, en fait, on utilise principalement, mais si on travaille sur des organisations publiques ou l'organisation de l'État, on travaille beaucoup sur les sources administratives. Donc là, il faut vraiment faire attention au type d'usage politique qui peut être pris, qui peut être fait des données comptables mobilisées. Et on travaille également sur les archives des grandes entreprises. Alors là, on fait face à d'autres types de problèmes, puisqu'en fait, quand on travaille sur par exemple, sur des données relatives au calcul de coûts, comme c'était une donnée qui était très, comment dire, très stratégique et donc qui restait en interne, souvent les données qu'on a sont à peu près crédibles, puisque c'est celles qui étaient utilisées pour prendre la décision. Par contre, souvent le problème qu'on a, c'est que parfois on a des difficultés à accéder aux archives des grandes entreprises. Donc soit tout simplement parce que les archives comptables n'ont pas été jugées dignes d'intérêt par les conservateurs et donc ont été tout simplement détruites au fur et à mesure, ou bien pour des raisons justement de confidentialité, on n'a parfois pas accès à ces sources. Euh, et donc ensuite, et dans un contexte colonial, il y avait également tout le problème lié aux archives coloniales ou post-coloniales. Donc là, je vais pas forcément détailler ici parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais je vous invite à aller lire cet article de Stéphanie Decker sur le silence des archives, qui est vraiment très intéressant et qui montre en fait tous les points, enfin tous les moments au, au cours de la formation de l'archive, tous les moments où peuvent apparaître des silences. Et donc ça vous donne un peu une idée bien de tous les silences auxquels doit faire face le chercheur en histoire sur ce type de thématique et sur ce type de document. Donc ça, bon, je vais passer un peu plus vite. Et enfin, d'autres difficultés liées aux sources comptables. Donc, comme je vous l'avais dit, c'est souvent des données privées, donc qui peuvent parfois être difficilement accessibles. Il y a également le biais du survivant. En fait, souvent, les archives des entreprises qui restent, ce sont des organisations qui ont eu le plus de succès, donc qui souvent n'existent encore aujourd'hui. Donc, comment faire de l'histoire des échecs économiques ou des échecs en gestion quand on n'a que des archives d'entreprises qui ont survécu et qui ont eu beaucoup de succès. Ensuite, il y a également une difficulté technique qui est d'interpréter correctement les documents comptables. Alors moi, étant donné que je travaille plutôt sur des problématiques de calcul de coûts, en fait, le calcul de coûts depuis le 19e siècle, ça n'a pas beaucoup évolué, donc c'est pas très difficile. Mais si vous voulez travailler sur des bilans d'entreprise, alors là, ça devient vraiment très compliqué parce qu'il y a toute une période où il n'y avait aucune norme comptable. Donc, les gens faisaient créer des catégories un peu comme, enfin, pas comme ils voulaient, mais ils avaient vraiment une marge de manœuvre pour bricoler les chiffres qu'ils mettaient sous telle et telle catégorie. Et puis ensuite aussi, il y a toute l'évolution des normes comptables qu'il faut prendre en compte si on veut vraiment interpréter ces documents. Euh, et ensuite, eh bien, d'autres difficultés, c'est que comme je vous le disais souvent, les sources comptables ne sont pas jugées très intéressantes et souvent ne sont même pas archivées. Et également, il y a tout un travail à faire concernant l'interprétation des concepts et des catégories pour éviter de leur calquer des conceptions comptables ou gestionnaires actuelles sur des concepts qui ne voulaient pas vraiment dire la même chose à l'époque. Donc voilà, donc ça, bon, ça, vous aurez accès. Donc ça, c'était ma première partie de ma présentation. Je sais pas combien de temps il me reste encore. 20 minutes. 20 Comment? minutes. 20 minutes. Ok, d'accord. Ouais. Alors, rapidement,
vois pas pourquoi j'arrive plus à voir ma souris. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas du tout là? Non, non, Non? Ah, non, non. alors. Tu veux que je te redonne la main? Non, mais a priori, ah, Ah, voilà, c'est bon là, non? c'est bon, ça arrive, le Ok, cadre analytique. super. Enfin. Voilà. Alors là, en fait, c'était. Alors, je vais pas vraiment avoir le temps de tout détailler, mais je vous donnerai le PowerPoint qui est très détaillé, donc si ça vous intéresse. C'est pour en fait vous montrer quel cadre analytique, ben, en fait, j'ai mis en place d'une part ben, pour organiser mon corpus d'archives et pour analyser en fait l'usage argumentatif du chiffre. Euh, alors, hop, je vais passer plus vite sur ça. Alors pour ça, je me suis basé d'abord sur les travaux d'Alain Desrosières, donc qui est un sociologue de la quantification et qui définit le processus de quantification comme un ensemble de pratiques qui consiste à exprimer et à faire exister sous forme numérique ce qui auparavant était exprimé par des mots et non par des noms. Et ce, grâce en fait à ce qu'il appelle des conventions d'équivalence. Donc, c'est des conventions que des acteurs vont fixer entre eux et qui vont permettre eh bien, de quantifier un phénomène, un objet, des activités. Et donc, moi, j'ai vraiment appliqué cette définition au calcul de coût parce qu'en fait, dans ma thèse, j'ai pu identifier la première lettre du ministère qui parlait du calcul de coût. Avant, il y avait vraiment pas de comptabilité de cette sorte dans les pénitenciers. Et donc, j'ai pu avoir accès, bien en étudiant toutes les correspondances avec la métropole, comment les conventions d'équivalence se sont construites. Donc, par exemple, il y avait toute une question de, en fait, on va essayer de calquer des modèles de comptabilité industrielle ou de comptabilité agricole sur les activités du bagne. Tel type d'activité ou telle procédure, vous devez la réaliser de telle ou telle manière, etc. Donc vraiment, j'ai pu voir la construction de ces fameuses conventions d'équivalence. Euh, et donc en fait, j'ai retenu trois grandes étapes dans le processus de quantification. D'abord, la première étape, eh bien, il faut convenir, donc il faut définir quelles sont les conventions d'enregistrement, de mesure et de classification. Donc ça, c'est par exemple tous les règlements comptables qui ont été produits par l'administration locale. Ensuite, vous avez le moment de la mesure, donc comment on met en œuvre de manière réglée et reproductible ces conventions. Donc là, c'était vraiment tous les modèles comptables que devaient remplir chaque jour les surveillants ou les bagnards qui travaillaient à la comptabilité. Et enfin, l'argumentation, donc comment vous combinez un énoncé verbal portant sur l'objet de la quantification et une mesure de cet objet qui résulte des étapes précédentes. Donc là, c'est par exemple tous les discours politiques qui ont été faits eh bien, autour des performances économiques des bagnes de Guyane. Euh, donc voilà, et donc j'ai distingué trois conventions d'équivalence qui correspondaient en fait à comment dire à trois opérations de quantification différentes. D'abord, les conventions d'enregistrement, comment vous enregistrez une journée de travail d'un bagnard, comment vous enregistrez l'usage de telle matière première, etc. Donc là, c'est vraiment ce que devaient réaliser tous les jours les chefs de chantier. Ensuite, les conventions d'évaluation, comment vous attribuez une valeur monétaire à tous ces enregistrements. Donc là, c'est vraiment, eh bien, on va dire qu'un clou en fer, on en a utilisé 6, que un clou en fer coûte 1 franc 48, donc ça nous coûte 8 francs 88 à la fin. Et enfin, des conventions d'agrégation, eh bien, comment en fait on va agréger toutes ces données sous forme d'indicateurs. Donc, ça peut être par exemple un compte de résultat, un bilan, un profit, un coût total, etc. Et donc là, c'est vraiment toutes les données agrégées qui circulaient en métropole. Donc voilà. Donc,
Et donc voilà, donc là, c'est pour vous donner un peu une idée en fait de la temporalité de ces différentes étapes, puisque grosso modo, les élaborations des conventions d'équivalence ont pris quelques années à se mettre en place, et c'est qu'à partir des années 1860 que les règlements comptables se sont stabilisés. Et la première notice sur la transportation a été publiée en 1867, donc c'est à partir de là qu'on a eu un usage rhétorique des données comptables en France. Et donc entre 1863 et 1867, eh bien c'est vraiment le moment de la mesure où on commence à produire les premiers comptes qui vont ensuite être utilisés pour produire la notice sur la transportation. Alors voilà, donc ça je vais passer assez vite sur ça. Voilà, pour vous montrer en fait le tableau que j'ai utilisé, qui m'a vraiment guidé en fait tout au long de ma réflexion de ma thèse. Donc j'ai d'abord en fait indiqué eh bien les trois principales conventions ou les trois principales opérations de quantification dans les lignes, et enfin dans les colonnes plutôt, et chaque ligne correspondait aux trois moments du processus de quantification. Donc, la formulation des conventions d'équivalence, l'implémentation des procédures de mesure et l'usage argumentatif qui était fait des données obtenues. Et ensuite, en fait, ben, cette grille, elle m'a permis de guider en quelque sorte mon analyse, puisque dans un premier temps, eh bien, au niveau de l'élaboration des conventions de quantification, je me suis concentré sur le contexte et l'environnement de l'objet quantifié. Donc, j'ai essayé de voir quels sont les acteurs qui étaient impliqués dans l'élaboration des règlements comptables, quels étaient les objectifs de ce règlement comptable, plus largement quels étaient les objectifs du travail pénitentiaire, puisque c'était ça qu'on voulait compter. Et donc j'ai voulu en fait mettre en évidence quels étaient les principaux objectifs et les significations associées au système comptable par ces concepteurs. Dans un second temps, je me suis concentré sur la manière dont, une fois qu'on avait réalisé ces règlements comptables qui théoriquement devaient bien fonctionner, comment ils ont été mis en œuvre sur le terrain. Et donc là, je me suis intéressé, eh bien, par exemple, au rapport d'inspection ou au témoignage des bagnards et des surveillants sur la manière dont les pratiques comptables étaient réalisées en réalité sur les pénitentiaires. Et c'est là que je me suis rendu compte, eh bien, que en fait, les mesures, enfin, ou les différents articles des règlements comptables n'étaient pas vraiment appliqués à la lettre, et qu'il y avait vraiment en fait une marge de manœuvre qui était laissée aux acteurs, à la fois dans les pénitenciers, dans l'administration pénitentiaire en Guyane et également dans les bureaux du ministère à Paris. Et enfin, mon troisième niveau, eh bien, c'est comment on a présenté les données, comment on les a sélectionnées, comment on a choisi le niveau de détail méthodologique. En fait, je me suis rendu compte que les données présentées par le gouvernement étaient des données vraiment pas brutes, mais des données très agrégées, avec un très faible détail sur la manière dont étaient calculés ces agrégats. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pour dissimuler qu'ils avaient enlevé plein d'éléments du coût de production, quoi. Et donc ça, eh bien, ça m'a permis de caractériser ou du moins d'essayer d'analyser la nature des discours mobilisant ces données comptables et d'identifier eh bien les différentes stratégies rhétoriques ou les types d'arguments qui étaient mobilisés par les acteurs. Et ensuite, donc ça, c'était vraiment mes trois axes d'analyse. Et ensuite, eh bien, j'ai utilisé la même grille pour faire une espèce de cartographie des archives que j'avais collectées et pour être sûr que à tel niveau du processus de comptabilisation, eh bien, j'étudiais tel type de source, etc., etc. Et donc, ça m'a permis en fait de m'assurer que pour chacun des niveaux que j'étudiais, j'avais suffisamment de sources. Est-ce que toutes les cases de ma grille étaient utilisées, enfin étaient remplies plutôt, et voilà.
Donc, je sais pas s'il me reste un peu de temps ou pas, sinon on peut passer aux questions. Euh, oui, peut-être 10 minutes, et puis 10 après, on va minutes? passer aux questions, oui. Pour une Ok, petite... bon, ben c'est simplement pour vous donner les principaux résultats, en gros, de ce travail. Donc, en fait, au premier niveau, donc au niveau des conventions, ce que je me suis rendu compte, c'est que l'objectif principal des responsables du système pénitentiaire, donc des fonctionnaires ministériels et le gouverneur de la Guyane, c'était vraiment de quantifier les économies budgétaires qui étaient générées par le travail forcé. Donc, on mettait au regard la valeur de la production pénitentiaire et toutes les dépenses liées au bagne. Donc, en fait, il y avait vraiment cette idée que les pénitenciers devaient fonctionner comme des organisations industrielles et agricoles. Et il y avait cette idée que la comptabilité devait améliorer la productivité du travail pénal et permettre à distance pour les responsables ministériels eh bien, de gérer les bagnes coloniaux. Dans la pratique, en fait, je me suis rendu compte que, en fait, ces procédures comptables, elles ne pouvaient pas s'appliquer euh, telles quelles sur les pénitenciers, puisque, par exemple, eh bien, les surveillants ne savaient pas lire ni écrire. Souvent, les bâtiments dans lesquels était stockée la marchandise ou les matières premières était souvent très mal conçu, donc il y avait plein de détournements, les matières périmées très vite, etc. Donc il y avait une énorme corruption aussi du personnel pénitentiaire sur place. Également des difficultés de communication avec le chef-lieu. Donc finalement, en fait, on demandait aux responsables de l'administration pénitentiaire d'envoyer des comptes tous les 6 mois, mais en fait, il y avait 2 mois pour atteindre tel pénitencier. Une fois qu'on arrivait là-bas, ben, on se rendait compte que les imprimés comptables n'étaient pas arrivés ou que en fait il y avait plus de surveillants qui tenaient la comptabilité, donc on devait revenir au chef-lieu pour revenir 2 mois après. Donc en fait, les responsables administratifs sur place n'ont jamais réussi à obtenir des données comptables fiables. Par contre, dans tous les documents qu'ils envoyaient en métropole, ils faisaient comme si les données qu'ils produisaient étaient fiables. Et donc c'est là en fait que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment plusieurs niveaux d'argumentation autour des données comptables. Donc, il y avait d'abord au niveau des pratiques d'enregistrement qui permettaient de dissimuler et de perpétuer les corruptions et les détournements dans les bagnes, puisque c'était les prisonniers eux-mêmes qui dissimulaient ces détournements. Il y avait également mais, toute une histoire de fixation de prix de transfert euh, des, euh, des bagnards aux administrations locales. Et en fait, ces prix ont toujours été revus à la baisse, ce qui a finalement participé à la constitution d'une réserve de main-d'œuvre bon marché et exploitable pour les employeurs guyanais, mais qui paradoxalement, en fait, quand les bagnards étaient libérés des bagnes, ben, en fait, ils trouvaient pas de travail, puisqu'il y avait vraiment une main-d'œuvre bon marché et qui était renouvelée très souvent. Et enfin, ben, il y avait ce que je vous expliquais, la construction d'agrégats comptables qui ont permis aux politiciens de présenter une image favorable de l'aspect des bagnes et de justifier son maintien jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, bon, je vais m'arrêter là. De toute façon, vous aurez accès à tous ces documents. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller les consulter. Merci beaucoup, Antoine. Merci. Merci disons, de banaliser enfin, ces éléments ou arguments comptables, parce que c'est pas forcément évident pour des historiens hein, de les appréhender sans avoir peur, quoi, de pas les Hmm. comprendre. Quoi, on a fait pendant très très longtemps. Enfin, je dis ont été faits des travaux sur des entreprises, des monographies d'entreprises, sans jamais aborder la question des comptabilités voilà, des assemblées générales enfin, cette importance hein, des documents comptables a pendant assez longtemps été un peu minimisée par les historiens Hmm. parce que c'est très difficile de s'y retrouver et que comme historien ou historienne, hein,
bah, aller interpréter un bilan. Bon, même dans la compta de gestion, c'est pas toujours évident hein, de savoir. Bon, voilà. Alors, ce qui suppose, et ça tu l'as rappelé aussi, ça suppose aussi de savoir un petit peu, connaître un petit peu l'histoire de la normalisation comptable, disons depuis 3 siècles, quoi, ou 2 siècles. Hein. C'est pas non plus une approche très très facile, et puis enfin très facile. Mais bon, voilà, ça suppose, et puis ça suppose aussi de s'y intéresser. Et puis nous, hein, Mm. bon, la comptabilité, ça peut nous paraître un petit peu secondaire. Alors voilà, moi j'avais juste, bah, je vais passer la parole, mais j'avais juste deux remarques, questions. Moi, j'ai travaillé un petit peu sur les Blue Books, donc ça veut dire les annuaires statistiques ou bulletins statistiques, comme on veut, qui sont fabriqués pour les territoires de l'Empire britannique. Et dans ces Blue Books, là, qui sont très, très complets, et en particulier, ce qui est très complet pour le début du 20e, enfin, surtout au début du 20e siècle, il y a dans la rubrique prison, alors on ne distingue pas, c'est pas bagne, mais la Mm. rubrique prison comme la rubrique hôpitaux sont des rubriques très très détaillées. Et je reviens, parce qu'on est plus proche des bagnes, à la rubrique prison. Il y a, il me semble, à peu près 25 questions donc, qui sont envoyées dans tous les territoires et qui sont posées. Et ce qui intéresse, en fait, qui sont posées à qui ben, qui sont posées à qui peut répondre, c'est-à-dire au directeur de prison, à Mm. ceux qui tiennent la comptabilité. Bon, dans ces questions-là, il y a une préoccupation essentielle, c'est que le coût de cette prison ne dépasse pas surtout les revenus. Et du Mm. coup, la rentabilité, les prix de revient, etc., dans les bagnes, on distingue en particulier de façon très rigoureuse les rations alimentaires qui Mm. sont données aux Européens, qui sont aussi emprisonnés hein, ben, s'il y a délit, bon, et puis qui sont données à ceux qu'on appelle les natives. Bon. Et là, vous avez du coup des informations sur la façon dont les administrations traitent, évidemment le différentiel. Hein, bon, voilà, mais c'est ça l'obsession. Est-ce que tu as retrouvé ça dans la comptabilité des bagnes? Obsession. Alors, qui lit ces bulletins, qui lit ces blue books, hein, ben, les administrateurs, mais à qui est-ce qu'on va diffuser ça aussi? Bien sûr, aux contribuables. Mm. Est-ce que quand je paye mes impôts, bon, ou est-ce que si je suis colon installé au Nigeria, à Johannesburg ou qu'importe, hein, bon, est-ce que je suis sûr que je ne finance pas les bagnes, je ne finance pas les prisons? Est-ce qu'on est sûr que le fait d'emprisonner des gens, finalement, ça peut rapporter plus? Enfin, voilà, toutes ces Mm. questions-là, coût-avantage, hein, on retrouve toujours ça. Bon, est-ce que tu as des données sur le coût des rations alimentaires? Est-ce qu'on va dans ces détails-là? Tu parles de Ah la oui, Corée. tout à fait, oui. Alors là, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'aurais pu vous montrer, enfin, j'ai plein de sources sur ça. Il y avait vraiment tout un détail des rations et comme tu le disais, vraiment en fonction du type enfin, de l'origine du condamné, il y avait vraiment des rations différentes. Donc, par exemple, les rations des condamnés qui venaient de métropole étaient différentes des rations des condamnés qui venaient d'Algérie et des autres colonies africaines. Donc à la fois en termes de composition, mais aussi en termes de quantité. Celle des colonies africaines, en fait, était bien moins, comment dire, bien moins garnie, et donc avait des quantités bien moindres. Mais vraiment, c'était des rations précises au gramme près. On disait tant de grammes de riz, tant de millilitres de vin ou de tafia, etc. Et il y avait même aussi un emploi du temps qui était inscrit. Alors là, c'était plutôt dans les règlements intérieurs des bagnes, mais qui avait été publié en fait dans la notice sur la transportation. Donc vraiment du lever du bagnard jusqu'à son coucher, il y avait vraiment tout un chronométrage de toutes les activités qu'il faisait, son lever, son travail, toutes les cérémonies religieuses, etc., etc. Donc c'était vraiment, alors évidemment, c'était des documents un peu programmatiques qui étaient faits par des gens en métropole et qui n'avaient pas, enfin qui n'étaient pas réellement à appliquer à la lettre sur place, quoi. Mais il y avait vraiment cette volonté un peu qu'on retrouve dans l'ouvrage de Surveiller et punir de Michel Foucault, de vraiment discipliner le prisonnier et de vraiment tout calculer, tout millimétrer le son quotidien, quoi. Et évidemment, cette obsession que la prison doit rapporter plus que ce qu'elle ne coûte. Voilà, puis qui ne sont pas oisifs. Voilà, Hein, ah oui, voilà, et surtout. qu'on Hmm. emploie bien les deniers publics et que justement les Voilà. met au travail.
Et alors, Hmm, moi, j'avais une autre remarque. Tu as commencé la définition de la comptabilité de gestion, évaluer, etc. Alors, évaluer la performance. Ce hmm. terme de performance, qu'est-ce que c'est aussi très normatif, la performance. Comment Hmm. évalue-t-on la performance? Parce que là, c'est très normatif. Qu'est-ce qui permet de définir la performance? Est-ce qu'il y a des objectifs chiffrés? Et des objectifs de quoi? Enfin, c'est Alors, peut-être général, hein, ma question, mais c'est ce mot de performance qui m'a. tu veux dire dans le cadre des bagnes Non, ou de non, non, manière en générale? général, dans la Ah, en comptabilité de général. gestion, évaluer Ah, la ben en fait, performance de hmm. l'organisation. Performance, c'est quoi? Est-ce que performance pour les bagnes, ça va être la même chose que performance pour les entreprises? Non, Voilà, c'est non, ça. Enfin, c'est ce non. terme-là qui. Parce Hmm. que autant la comptabilité de gestion, bon, moi j'ai bien compris, c'est quelque chose de très rigide, très fixé. Et puis là, tu introduis un terme, en fait, qui est tout à fait subjectif. Hmm. C'est ce contraste, quoi, qui Ah oui, m'a oui, oui. un peu marqué. Bon, voilà, il y a peut-être, c'est juste une remarque, hein. Ah non, non, mais c'est très pertinent parce que finalement, en fait, il y a autant de définitions de la performance que d'organisation. Parce qu'il n'y a pas Ouais, vraiment une définition dans le plan comptable de ce qu'est la performance. Donc en fait, ça dépend, enfin, ce qu'on appelle les systèmes de mesure de la performance, c'est vraiment des choses qui sont mises en place par une organisation pour son organisation et donc qui dépend vraiment des aspects qui sont mis en avant ou par les dirigeants ou les managers. Donc, par exemple, si le focus est sur la qualité, eh bien, on peut avoir un système de mesure de la performance sur le taux de rebut, sur le taux de pièces défectueuses, etc. Si l'objectif, c'est vraiment produire en masse, ben là, c'est vraiment la production par heure et par ouvrier. Et après, sur des contextes un peu plus récents, ça peut être par exemple la performance environnementale. Donc on ouais, peut dire, eh bien, combien de tonnes on a réussi à réduire par notre. d'accord. Mais C'est donc c'est intéressant parce que, vraiment ouais, quelque chose de très subjectif. Tu as raison de le dire voilà. et qui dépend vraiment en fait des concepteurs du système de mesure, quoi. Donc, c'est l'aspect flou, en fait. Enfin, c'est l'aspect Mm, pas flou. C'est la marge de liberté, en fait, qui, mm. derrière cette question. Donc, voilà. Y a-t-il des questions? Oui, vas-y, Alex. Alex, il voit ou pas? Tu entends? Non, il faut le Ah, il micro. faut le micro. Ah. Et Ah oui. veillez à ce qu'il soit allumé, mais le micro, Oui, parce parce que je l'ai qu'apparemment, éteint. Le micro est éteint. Donc, il y a Alex et puis qui? Je sais pas. Alex et après Maïmouna. Oui, bah, il va y aller. Ouais. Merci. Merci pour votre exposé. Ma question rebondit surtout sur cette question de flou. Concernant ces flous-là, est-ce que dans votre recherche, vous avez aussi constaté que les acteurs, que ce soit ceux qui ont commandité ou bien ceux qui ont analysé les données chiffrées, statistiques provenant de SafePack, sont-ils aussi parfois au courant des manipulations ou bien des inexactitudes de ces données-là, mais qu'ils passent sous silence parce que c'est dans l'intérêt de tout un chacun? Est-ce qu'il y a ça aussi dans cette question de comptabilité et de chiffres provenant de cette là? Merci. Oui. Alors ça c'est un peu difficile à savoir puisqu'en fait on a que des archives écrites, donc de savoir vraiment qui savait quoi exactement. Euh, mais je pense que ça dépend plutôt des niveaux d'analyse. Au sein vraiment des pénitenciers, donc sur un chantier ou dans un stock, enfin, d'après les témoignages des bagnards, les surveillants étaient vraiment de mèche avec les détenus comptables et souvent en fait les fraudes se faisaient avec leur raccord. Donc, il y avait vraiment un climat de corruption entre les surveillants et les détenus, etc. Donc là, oui, les surveillants avaient vraiment conscience de ce qui se passait. Alors, par contre, donc là, je parle vraiment des surveillants du plus bas rang possible, quoi. Alors, par exemple, est-ce que le directeur d'un pénitencier se rendait compte de ce qui se passait réellement sur les chantiers? Ça, c'est un peu plus difficile à dire. J'ai notamment vu dans le témoignage de Berrier qu'il y avait un commandant sur un pénitencier sur les îles je sais plus si c'était l'île Saint-Joseph ou qui apparemment était au courant de ça et qui même faisait travailler les bagnards
pour améliorer. Alors je sais plus s'il avait une case, une maison, je sais plus. Enfin, pour améliorer ses propres conditions de vie, quoi. Donc c'est vrai que sur les pénitenciers, je pense qu'il y avait vraiment une conscience assez nette de ses défauts. Au niveau de l'administration centrale à Cayenne, ça c'est plus difficile. Moi, j'ai lu des rapports d'inspection qui évoquent à demi-mot des situations où on ne peut pas voir s'il y a des détournements, etc. Mais ça apparaît jamais clairement dans les rapports, donc ça, je saurais pas trop dire. Et au niveau des responsables ministériels, alors concernant les pratiques sur les pénitenciers, ça, je dois vous avouer que je sais vraiment pas. Mais par contre, j'ai pu retrouver, par exemple, dans les documents de ce fameux Michaud, là, qui était le sous-directeur aux colonies et qui était un fervent défenseur de la transportation et qui, en fait, a participé à la rédaction de la notice. J'ai vu qu'en fait, lui avait des données comptables précises et que les données qui étaient publiées dans la notice étaient les mêmes en enlevant un ou deux éléments du coût. Donc lui était au courant que dans les données produites, enfin publiées en métropole, il y avait certaines données du coût, il y avait certains éléments du coût de production qui étaient volontairement enlevés. Alors est-ce que c'est lui qui les enlevait? Ça, je n'en sais rien, mais en tout cas, lui avait les vrais tableaux entre guillemets et qu'on pouvait voir en comparant avec les tableaux publiés qu'il y avait vraiment quelques dépenses qui manquaient, quoi. Attends, il y avait une autre question devant. Merci pour la présentation. Alors, j'ai deux questions. La première question, vous avez parlé d'une rubrique consacrée aux activités ou alors au pouvoir d'achat de l'affiliation qui s'améliorerait si je ne me trompe pas. Je me rappelle plus exactement de l'intitulé. Et donc, vous avez dit concernant cette rubrique que les informations ou alors les données étaient fausses. Alors, comment est-ce que vous avez procédé pour analyser ces données ou alors pour croiser les données? Voilà. Comment est-ce que vous avez procédé pour Ça peut être détaillé justement parce que c'est plus loin que vous avez détaillé l'analyse et la méthode critique des sources, mais à ce niveau, vous n'avez pas procédé à l'analyse, à la méthodologie critique. Et donc, la deuxième question ici concerne, vous avez parlé je pense, des trois principales opérations de quantification ou alors des conventions de quantification. Vous avez parlé d'enregistrer, de valoriser, d'agréger. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'il s'agit d'une conception personnelle ou alors ce sont des données que vous avez tirées d'un document? Parce que quand moi j'entends convention, je vois ici, je sais pas, je me réfère aux institutions ou alors aux accords. Mais donc, au niveau de son exposé, quand j'ai vu convention, j'ai plutôt vu enregistrer, valoriser, agréger. Je ne sais pas si je me trompe. Alors, oui, c'est vrai que évaluer, valoriser, agréger, c'est vraiment, c'est quelque chose qui est un peu, enfin, enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé, enfin, c'est quelque chose qui est vraiment sorti de mon terrain, quoi. C'est-à-dire en fait que c'était réalisé par différentes personnes. Moi, ce que j'appelle évaluer, en fait, c'est le moment où ce sont les surveillants responsables d'un chantier ou les bagnards comptables qui font les premiers enregistrements. La valorisation, c'est des responsables administratifs ou même le directeur du pénitencier, donc c'est des gens plus élevés dans la hiérarchie qui font ces opérations et qui, en fait, attribuent une valeur monétaire aux premiers enregistrements. Et l'agrégation, par contre, était réalisée en métropole par les responsables du ministère. Donc c'est des conventions. Alors ça, je prétends pas que ce soit une définition universelle du système des procédures de calcul de coûts, mais en tout cas, c'est celle que j'ai observée dans le système de calcul de coûts des bagnes, quoi. Donc, est-ce qu'on peut... Alors, c'est vrai que c'est des catégories quand même assez larges, alors on pourrait peut-être les appliquer dans d'autres contextes, mais c'était pas mon objectif. Donc, je sais pas si j'ai répondu à votre question. Et la deuxième, pardon?
Oui. Oui, à la deuxième, vous avez répondu. Et la première, du coup, c'était sur, alors si, parce que j'ai pas bien entendu, Non, c'était, non, il y a non, 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 non. attendez, prenez pas la parole comme ça, excusez-moi, mais il y a un ah, ordre, parce qu'il y a des gens qui ont levé le doigt. Donc peut-être vous posez votre seconde question, je sais pas, ou la première, oui. Oui, Et puis oui, après, oui, ce sera Lune, et puis après, c'est vous, je crois. c'était la première question, oui, c'est ça. C'est ça. voilà, je vous pose la première question. Alors, je dis, ça concerne une rubrique consacrée aux activités. Ah, Alors, c'est une rubrique consacrée aux activités ou alors au pouvoir d'achat de la population qui s'améliorait. Je pense que c'était une fiche de l'administration coloniale. Et vous avez dit que les informations produites par l'administration coloniale à ce sujet étaient fausses. Et donc, j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez procédé, ou alors quelle est la méthode d'analyse critique de ces sources, ou alors vous avez procédé par un croisement des données, ou alors comment est-ce que vous avez hmm. procédé pour confronter ces informations. Comment? Alors, pour ça, alors attendez, je vais vous montrer, partager. Non, non, passez-le à Lune d'abord. Parce que alors sinon, on n'a pas. Oui. Et puis, il y a en Et face après, il y avait en Euh, face, et après, il y aura. alors, attendez, c'était sur l'autre PowerPoint. En fait, je me suis vraiment appuyé, j'ai comparé. Alors, je sais pas, est-ce que je l'ai, ah mince. J'ai du mal à le retrouver, mais euh, en fait, vous voyez, alors, il est où Oui. Ici, là, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit Voilà. référence. Voilà. Alors, en fait, j'ai retrouvé dans les papiers de Michaud un énorme tableau qui reprenait en fait toutes ces rubriques-là par pénitencier. Et donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai retranscrit sur Excel les données de Michaud, j'ai fait la somme et j'ai agrégé tout. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était exactement les mêmes chiffres, sauf qu'il manquait le coût de la ration, justement. Donc, en fait, il avait enlevé du coût de production le coût de la ration qui pourtant apparaissait sur ces tableaux manuscrits. Ce qui veut dire qu'il faut parler. Voilà. Mais alors, Il y avait une question. par contre, ça, je dois avouer. Alors, attendez, je sais pas si c'est ici. Non, en fait, j'ai pas, mais c'était vraiment un immense tableau, un peu comme ça là, où il y avait, où j'ai pu vraiment retrouver toutes les rubriques. Par contre, je n'ai été en mesure de le réaliser que pour une seule année, parce que j'ai pas retrouvé les autres. Je pense que c'est l'avant-dernier slide. Ah, L'avant-dernier slide, c'est bleu. celui-là, non. Non, plus haut, je crois. Plus haut, Oui. celui-là, non. Non, plus haut encore. Voilà, celui-là. Ah oui, alors là, en fait, ici, là, les données sont justes parce que ça, en fait, c'est un imprimé qui a été diffusé dans les pénitenciers et c'est un imprimé qui correspond à rien de réel. C'était simplement pour donner les indications de la manière dont fonctionnait le système comptable, quoi. En fait, il s'agit du troisième slide à partir de celui-là. Ah, celui-là? Voilà, il s'agit du troisième. Voilà. Celui-là, là. Oui. Voilà. Et bien du coup, comme je vous le disais, sur celui-là, j'ai trouvé dans les papiers du sous-directeur aux colonies, en fait, un immense tableau statistique qui avait servi à élaborer celui-ci. Sauf que dans son tableau statistique manuscrit, il prenait en compte le coût de la ration des bagnards dans le coût de production. Or, si on reprend les données ici, en fait, on se rend compte que le coût de la ration, qui était à 1 franc et quelques, 1 franc 80, il me semble, n'est pas pris en compte ici. Et en fait, du coup, dans ma thèse, j'ai tout un immense tableau Excel où je compare les données du tableau manuscrit et les données de ce tableau-là.
Et je montre que à chaque fois, la différence, elle est à chaque fois toujours la même, c'est 1 franc 80, qui correspond au coût de la ration. Ok, oui, donc c'est D'accord. ça. Bon, en fait, ils jouent sur les catégories. C'est Il y avait une ça. question à droite, là, je ne sais plus, non? Oui, non, sinon c'est Alioune. Et Alioune, alors. après, c'est à lui. Alioune, après, il y a devant. Merci, monsieur Pau, pour votre bien exposé. En fait, ce qui a attiré mon attention dans votre exposé, c'est surtout le contexte que vous avez dégagé, c'est-à-dire le contexte qui a présidé à la mise en place des bails. Donc, j'ai essayé de faire une petite comparaison avec la colonie du Sénégal, où Avec dans le quoi? Pas... contexte, la colonie du Sénégal, où dans le contexte de l'abolition de la traite des esclaves, il y a d'abord en 1823 le système des engagés à temps Hmm. qui a été mis en place. Donc, il s'agissait effectivement de changer le statut des captifs qui devait devenir effectivement, qui devenaient non plus des captifs, mais des salariés. Hmm. Et donc, qui vont travailler pour un temps déterminé au service de leurs propriétaires avant de recouvrer leur liberté. Mais ce système n'a pas fonctionné à Saint-Louis parce que il y avait en fait des rapports très étroits entre les captifs et les propriétaires. En fin de compte, les captifs ne préféraient plus recouvrir leur liberté. Et donc, ce système des engagés à temps a échoué. Et après, l'administration coloniale a mis en place le système indemnitaire, c'est-à-dire les détenteurs des esclaves, comment dirais-je, doivent, vont bénéficier des indemnités s'ils acceptent, n'est-ce pas, de libérer leurs esclaves. Mais avant cela, on a vu que par le phénomène des affranchis, l'administration coloniale a entraîné un peu à la marginalisation des acteurs locaux. Parce que si on prend ces captifs, pour la plupart, c'était des laptos. On les utilisait, par exemple, dans le transport des pirogues dans les rivières. C'était des menuisiers. Et, donc, ils savaient effectivement, ils maîtrisaient le commerce qui se faisait entre Saint-Louis et les esclaves du fleuve. Et donc, lorsqu'ils sont libérés, automatiquement, ils sont allés concurrencer les acteurs locaux. Et donc, et ils ont, les mulâtres principalement, et ils ont précipité, n'est-ce pas, leur déclin commercial. Mais surtout, on voit que dans le contexte de la Guyane, les chiffres ont été utilisés, n'est-ce pas, pour manipuler les économies budgétaires de l'État, mais ici, les chiffres ont été utilisés pour évincer les acteurs locaux du commerce de la colonie. Puisque c'est avec ce système indemnitaire-là qu'on va créer la première banque du Sénégal, les actions de la première banque du Sénégal. Et donc, puisque, comme je l'ai dit tantôt, les affranchis ont concurrencé sur le terrain les acteurs locaux, finalement, ils étaient devenus endettés. Donc, ils ont hypothéqué leurs biens. Et donc, les maisons de commerce étrangères, bordelaises principalement, en ont profité donc, pour dominer, n'est-ce pas, dans les actions de la Banque du Sénégal. Voilà, donc, en fait, c'est une remarque. Je constate qu'en Guyane, l'État, l'administration coloniale a créé les bails pour un peu manipuler les économies budgétaires de l'État. Dans le contexte de la colonie du Sénégal, l'administration coloniale a créé le système indemnitaire pour permettre au commerce privé colonial, n'est-ce pas, d'évincer les acteurs locaux. Voilà, c'était une remarque et merci. Oui, mais c'est vraiment très intéressant parce que c'est vrai qu'il y a, en fonction des endroits et des contextes, il y a tout un tas de réactions différentes à l'abolition de l'esclavage. Et c'est vrai que dans le cas de la Guyane, c'est assez particulier parce qu'on a voulu remplacer une main-d'œuvre captive par une autre type de main-d'œuvre captive.
Donc, et c'est vrai que, alors ça, je suis pas très au fait là-dessus, mais il me semble que au départ, les entrepreneurs locaux en Guyane étaient assez contents de voir arriver les bagnards parce que en fait, ils pouvaient les employer à des coûts très très faibles, quoi. Et puis, ces bagnards étaient remplacés enfin, à chaque fois que des nouveaux bateaux arrivaient, ben, il y avait de la nouvelle main d'œuvre, quoi. Donc, je sais qu'il y a quelques entrepreneurs qui ont largement utilisé la main-d'œuvre pénale, notamment dans des entreprises forestières. Ouais. Alors, il y avait une question là, et après, il y a Eric, et après, moi, je vais poser une question. Merci de m'avoir passé la parole. Merci pour votre exposé. Ma question est la suivante. Je voudrais savoir, vous avez parlé de l'approche conventionnaliste de la quantification comptable. Vous avez énuméré 3 moments. Je n'ai pas trop compris le troisième moment. Pourquoi augmenter au lieu de peut-être diminuer? Tu peux augmenter, c'était argumenté. Argumenter, je Oui, pense. c'était argumenté. Argumenter. Ah, Oui. argumenter. Voilà. Ok, merci. Alors, Eric, Voilà. Alors, en fait, alors là, vraiment, ce troisième moment de l'argumentation, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est vraiment des Rosières qui, en fait, selon lui, les processus de quantification, pour bien comprendre à quoi ils servent, comment ils fonctionnent et quels effets ils produisent, selon lui, en fait, il faut pas s'arrêter au moment de la mesure, mais il faut voir aussi, en fait, comment les acteurs les mobilisent. Alors, c'est vrai que j'ai appelé ça argumenté, mais ça aurait pu être aussi décider ou convaincre ou enfin toute une mobilisation des énoncés statistiques et comptables qu'il faut prendre en compte si on veut voir vraiment quels sont les effets et les conséquences de la quantification. Ouais. alors, C'est bon, Eric. Alors, Ouais. je voudrais d'abord vous remercier pour votre exposé qui est vraiment édifiant. Et j'ai une préoccupation qui peut être générale. Alors, je voulais savoir, lorsque vous avez parlé de la critique des sources, en tant qu'historien, je me dis, ça ne peut pas être la critique des sources telle que vue ou pratiquée par les historiens. S'il s'agit de critiquer les documents comptables, forcément les comptables ont leur façon ou leur formule pour pouvoir critiquer leurs sources. Est-ce que les historiens pourraient en profiter si jamais c'est le cas, si jamais les comptables ont une autre approche pour critiquer les sources comptables? Est-ce que les historiens que nous sommes et qui sont parfois perdus dans la comptabilité peuvent avoir de manière vraiment simple les étapes de la critique des sources comptables? Est-ce qu'il y a des formules que vous utilisez et que nous, on ne peut pas utiliser? Est-ce qu'il y a des calculs que vous faites? Est-ce qu'il y a des formules X égale à, je sais pas, X carré, racine de quelque chose? Et quand on ne peut pas y arriver, on va se dire oui, à ce moment, à ce niveau, si je ne peux pas le faire. Mais si c'est vraiment, s'il s'agit des formules littéraires ou littérales, est-ce que vraiment vous pouvez nous faire part de cela de façon détaillée? Je vous remercie. Merci. Alors, en fait, je pense que faire une critique des sources comptables, enfin, c'est à part en faire une critique historique comme vous l'avez évoqué, je vois pas parce qu'en fait, enfin, de mon point de vue, une donnée comptable n'est pas absolument vraie ou absolument fausse. Elle dépend en fait des conventions que vous utilisez auparavant. Donc en fait, la critique des sources comptables que j'ai pu faire dans le cadre de ce travail, c'était par rapport aux conventions qui avaient été élaborées par le ministère par le ministère. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si on était dans la même situation, peut-être qu'un comptable actuel aurait proposé un autre système de calcul de coûts. Moi, j'aurais pu en proposer un autre. Enfin,
la particularité des systèmes de calcul de coûts, c'est qu'il n'y a pas de normes imposées aux entreprises ou aux organisations. Il y a simplement des méthodes qui sont différentes, qui donnent des résultats différents avec des inconvénients, des avantages, et en fait chacun fait un peu comme il veut. Donc en fait c'est très subjectif le calcul de coûts, et donc en fait il n'y a pas vraiment de formule toute prête pour faire pour faire une critique comptable, quoi. En fait on peut critiquer les sources uniquement par rapport aux conventions qui devaient présider à la production de ces sources. Et c'est uniquement en comparant les conventions avec les résultats qu'on peut dire si les documents comptables produits sont vrais ou faux pour les acteurs de l'époque. Mais pour moi, en fait, c'est pour ça que je me suis pas vraiment concentré sur les données quantitatives, parce que ça n'avait pas vraiment de sens de dire, ben en fait, non, ça a coûté 10% de plus ou 10% de moins, parce que avec les mêmes sources, on aurait pu me dire l'inverse en utilisant une autre méthode de calcul de coût, quoi. Donc, Oui. Sauf que pour la comptabilité d'entreprise, vous avez l'œil avisé sur un certain nombre de ratios que nous, historiens, on est très souvent complètement incapables. Par exemple, si on cherche la fraude dans les bilans de Marcel Dassault des années 1950, enfin, je dis n'importe quoi, mais vous allez directement aller voir, alors bilan ou des documents comptables, quoi, ou bien, je sais pas, compte rendu à l'Assemblée générale, enfin même des documents de base. Vous allez savoir quels sont les ratios à regarder. Enfin, je suppose. Alors que voilà, c'est peut-être après, c'est peut-être dans ce sens-là la question de. Alors oui, alors mais ça, du coup, c'est sur un champ d'expertise qui n'est pas vraiment le mien, qui sera plutôt celui de Pierre. Je pense que Pierre Labardin vous expliquera ça mieux que moi, parce que moi, je suis plutôt spécialisé sur le calcul de coûts, et c'est vrai que toute la comptabilité financière, c'est très compliqué. C'est très compliqué à. Il y a la question de Marius. Il y a toi, tu veux pas d'abord? Ah oui, j'ai vu qu'il y avait. Il y a des questions de Marius sur les profits des bagnards. Alors. Qui fabrique les chiffres comptables dans les bagnes? Tu me dis oui. Alors oui, ben justement, ça, c'est une question intéressante que j'ai essayé un peu de regarder. Alors c'était assez difficile de voir parce que en fait mes sources, comme elles étaient vraiment à la toute première période du bagne, il y a peu de sources qui restent. Mais je sais que par exemple, ça devait être alors dans les années, si je me trompe pas, dans les années 10 peut-être, il y avait en fait un financier frauduleux qui avait été condamné au bagne parce qu'il avait monté des arnaques financières, etc. Et une fois qu'il est arrivé au bagne, eh ben, en fait, il est devenu directement l'adjoint du directeur de son pénitencier. Il lui aidait à faire sa feuille de déclaration d'impôt. C'est lui qui a même remis en place qui a repris en main la comptabilité des bagnes, etc. Donc, il avait vraiment une expertise financière qui était vraiment valorisée dans le milieu carcéral, quoi. Et donc souvent oui, c'était des gens donc qui étaient relativement éduqués car ils savaient lire, écrire, savoir tenir des comptes. Alors même si c'était des comptes assez rudimentaires, ça demandait quand même une certaine pratique. Alors concernant l'organisation administrative des bagnes, donc c'était vraiment en fait chaque bagne avait sa comptabilité propre. Donc en fait c'était vraiment le modèle des entreprises. En plus dans la tête des responsables métropolitains, il y avait des bagnes qui avaient des spécialisations. Certains bagnes étaient spécialisés dans la réparation ou la confection d'objets. Donc eux devaient fonctionner un peu comme une petite industrie. D'autres bagnes étaient vraiment sur les activités forestières. Donc là, on comptabilisait bien combien de bois on coupait, etc. Et ensuite, donc chaque bagne avait ses propres comptes qui étaient centralisés à Cayenne, donc au chef-lieu. Et ensuite, c'était l'administration pénitentiaire locale qui agrégeait les comptes pour les envoyer au ministère. Le devenir de ces bagnards. Et le devenir des bagnards. Alors, du coup, oui, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai pas évoqué, mais dans le devenir des bagnards libérés,
En fait, une grande majorité étaient donc condamnés à la misère parce qu'ils trouvaient pas de travail. Par contre, ceux qui avaient des qualités assez rares, donc par exemple qui étaient des très bons menuisiers ou même des serruriers, des horlogers et même des comptables. Alors ça, j'ai pas retrouvé de preuves, mais en fait, ils trouvaient un travail très bien payé sur place et parfois ils étaient même embauchés par l'administration pénitentiaire parce qu'ils savaient que à partir du moment où ce bagnard était libéré, ben en fait, plus personne n'était en mesure de faire son travail. Donc vraiment, les bagnards qui avaient des compétences un peu particulières et très spécifiques euh, trou- trouvaient très facilement à s'intégrer économiquement. Alors, Emmanuel, vous avez une question. Oui, je voudrais poser, je sais pas si Tu entends là quand Oui, oui, Emmanuel oui, parle? Ouais, bon, c'est bon. très bien. Je voudrais poser une question. Alors, merci d'abord pour cette présentation. Quand même, l'argumentation qui est construite de cette façon-là, avec plein de biais, plein de trous, etc., elle est remarquablement solide, hein, parce que ça dure des années Mm. 1860 aux années 1940 au minimum, donc c'est du solide. Alors, en fait, ma question, elle porte sur le système de l'indigénat. Parce que le système de l'indigénat, à la fin des années 1890, on bascule dans une logique où, pour des raisons pragmatiques, les amendes sont converties en journées de travail pénal. Est-ce que le système du bagne et tout ce discours autour de le bagne est rentable, est-ce que ça a pu jouer un rôle dans ce choix-là ou est-ce que c'est complètement déconnecté? Alors ça, c'est c'est une très bonne question. J'avoue que je suis pas du tout expert du système de l'indigénat. Euh, donc je saurais, enfin, je sais, je peut-être, mais je saurais pas dire. En fait, je pense qu'il faudrait regarder peut-être à l'échelle de l'Algérie, parce que c'est en Mm. Algérie qu'on a à la fois, pas des bagnes, mais des Ah oui, oui, pénitenciers, oui, oui, il y et avait où des c'est bagnes. ce système-là qui Mm. se met en place au Mm. départ. Ouais, oui, oui, vous avez raison parce qu'en Guyane, honnêtement, j'ai pas vu de. Ben, déjà, il y avait pas du tout le système de l'indigénat et après, je sais pas vraiment comment comment ça a pu se transposer dans d'autres contextes de l'empire colonial français. Ça, j'avoue que c'est une très bonne question, mais je suis un peu démuni, quoi. Merci, on avait une question d'Alex. Le micro, je sais pas qui l'a. Ouais. Moi, je rebondis un peu sur la question de subjectivité auquel vous avez soulevé tout à l'heure. De un, mon premier souci, hein, rejoint celui de mon collègue, c'est que, par exemple, pour nous, comment on ose-t-on aller dire, remettre en question ou bien analyser quelque chose de comptabilité, sans être comptable, sans avoir cette spécialité spécifique? Et comment va-t-on oser dire tel ou tel ne va pas, même si on sait, on a des références? Ça, c'est de un. De deux, c'est cette question de subjectivité. Est-ce que c'est votre constat ou bien c'est cette démarche qui est subjective? Parce que si jamais cette démarche ces démarches sont subjectives, comment assurer la scientificité, la fiabilité des données que vous avez travaillées, votre résultat même, hein. C'est pas le document qu'on soit, mais votre résultat. Comment donc assurer ça? Ne tombons-nous pas aussi dans une question de biais d'autorité? C'est parce que je suis un chercheur que c'est vrai, voilà, et tout ça, et dans les analyses de ces chiffres. C'est ce qui m'inquiète beaucoup dans cette question d'approche comptabilité, Hmm. etc. Merci. Alors, ben, pour remettre en cause des chiffres dans des documents historiques, en fait, alors, quand c'est du calcul de coût, hein, euh, en fait, ben, il n'y a pas 36 000 manières, hein, il faut vraiment se plonger dans tout le système de calcul de coût et reprendre les données depuis le début et essayer de voir est-ce que à chaque fois ça respectait le règlement qui était mis en place à l'époque. Donc en fait finalement ça demande pas tant de technicité que ça parce que les systèmes de calcul de coût, enfin du moins dans celui des bagnes, étaient relativement simples. Fallait simplement avoir un peu de patience et donc suivre en comparant à chaque fois ce qui était inscrit dans les règlements et les documents qui étaient publiés. Et alors ensuite, ben, concernant la subjectivité du calcul de coût,
Ben, en fait, moi, j'aurais du mal à dire que le calcul de coût est une science au terme, enfin, au sens de données précises et universelles. Parce que, par exemple, et moi, j'enseigne le calcul de coût, donc des méthodes actuelles, méthode ABC, méthode des coûts complets, etc., à mes étudiants. Et en fait, ben, ce qu'on leur montre, c'est que selon la méthode de calcul de coût que vous choisissez, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Vous n'aurez pas le même coût, vous n'aurez pas le même coût à la fin, le même bénéfice, etc. Et en fait, ce qu'on leur montre, c'est que chaque méthode est un parti pris et que chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Donc, ça dépend de votre type de production, de la quantité d'informations que vous avez à votre disposition, etc. Mais vraiment, le calcul de coût, c'est vraiment quelque chose de très subjectif. C'est pour ça que je disais que si un comptable actuel avait, par je ne sais quel miracle, accès à toutes les données comptables des bagnes, et que ces données étaient vraies, eh bien, il pourrait proposer un système de calcul de coûts différent et obtenir des chiffres différents de ceux obtenus par les acteurs à l'époque, quoi. Donc moi, en fait, l'unique chose que j'ai prétendu montrer dans ma thèse, c'est que les acteurs du ministère imposaient une définition du coût de production, mais que celles qu'ils utilisaient pour diffuser des informations au public étaient différentes. Et c'était une définition qui était plus avantageuse pour eux, quoi. Mais les deux définitions sont une mesure du coût, quoi. Enfin, c'est un coût, c'est quelque chose de, il n'y a pas un coût, comment dire, un coût réel, c'est quelque chose qui est socialement construit, qui dépend d'un ensemble de conventions, de ce que vous considérez comme coût, etc., quoi. Je Oui, sais puis pas si j'ai répondu à pareil pour, votre question. pour les entreprises, parce Hmm, qu'une entreprise compte ou pas les immobilisations, enfin ce genre de hmm. l'amortissement. Bon, après, si vous voulez, ça dépend aussi si vous voulez minimiser l'impôt ou maximiser l'impôt. Ah oui, mais alors Il peut y avoir là, ça, mais ça pour les entreprises, c'est pas le ouais, cas. mais ça, du coup, là, normalement, c'est des comptabilités qui sont normalisées, donc, Oui, après 40, ouais, voilà, donc, très oui, voilà. tardivement. Mais Ben c'est vrai voilà. que avant, oui, c'était pas. Ouais. Mais par exemple, actuellement, les entreprises qui font du calcul de coûts, en fait, chaque entreprise a son propre modèle de calcul de coûts et elle sait très bien qu'il y a des angles morts, mais elle fonctionne comme ça parce que soit c'est plus simple ou que en fait, elle prend juste en compte les dimensions qui l'intéressent et donc c'est vraiment chaque entreprise fonctionne comme elle veut puisque de toute façon c'est les données de coût en fait elles sortent pas de l'entreprise, elles servent uniquement à orienter la prise de décision donc elles ne sont pas rendues publiques, enfin sauf dans certains cas un peu exceptionnels mais Ok. Daniel, je crois que tu as une question. Euh, Salut Antoine, tu m'entends? oui c'est bon. Ok, merci pour ton exposé. Je commence par tirer une petite conclusion, du moins, sur la non-exclusivité des contrats et règlements qui, sans pour autant se distancer de cela, permet souvent d'étudier la façon de faire les comptes. Donc ça, je l'ai pris je l'ai pris pour moi. Donc, merci. Euh, il y a beaucoup je vais dire, tu as dit beaucoup de choses. En fait, par exemple, lorsque tu mobilises effectivement un rosières, ça je le comprends bien, pendant que tu le présentes, en fait, chez moi, ça sonne Foucault, Oh, bah, avec alors. l'histoire, la connaissance, la connaissance, c'est-à-dire la naissance à la fois Ouais. des prisons et le changement qu'on va observer Foucault, avec notamment le passage d'un système de souveraineté où on décide qui doit vivre et qui va mourir, à la prison comme un lieu productif qui permet finalement de générer des coûts. Alors, puisqu'on parle de transportation, je vais faire une transportation à deux niveaux. Une transportation des disciplines, qui ont sciences de gestion, et ça fait aussi beaucoup écho à ce qu'on observe aujourd'hui, je vais dire, dans le renouveau des bureaucraties,
Parce que tu as beaucoup parlé d'une sorte de politisation avec l'enjeu de publicisation qui est derrière les contenus qu'on produit. On s'est dit finalement, l'importation ou la transportation des méthodes qui ont cours dans les sciences de gestion, dans un domaine par exemple comme la science politique, où on a les nouveaux indicateurs, le nouveau management public. Et deuxième niveau de transportation, ça peut être un clin d'œil à Diakité sur le calcul des coûts, une transportation de temps. Là, on parle des bagnes, mais aujourd'hui, avec les enjeux écologiques, on parle du calcul des coûts. Je pense aux travaux d'Alexandre Rambaud, peut-être de Diakité et même de Lapardin, qui peut-être va revenir là-dessus. C'est vrai que j'ai attendu, mais je me suis dit sûrement, peut-être c'est des enjeux que tu n'as pas voulu mentionner, mais qui résonnaient comme ça en fond de ton propos. Oui, alors, merci beaucoup pour cette question. Alors, concernant cette question de la transportation des comptables dans d'autres domaines, en fait, dans ma thèse, j'ai fait un dernier chapitre qui était un peu une espèce de conclusion un peu générale, où j'ai essayé de mettre en perspective ce que j'avais observé des pratiques comptables dans les bagnes avec les pratiques comptables actuelles, notamment en lien avec la privatisation des prisons. Et que notamment, en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est de transposer ma grille d'analyse à des cas de privatisation des prisons ou de gestion de partenariats public-privé. Et en fait, ce qui était assez remarquable, c'est qu'on retrouve pas mal de ces effets dans les processus de privatisation actuels. Et en fait, c'est tout un pan de la recherche en comptabilité actuelle, hein, le New Public Management et le rôle ou plutôt la culpabilité, si on peut dire, de la comptabilité dans ce genre de pratique qui se diffuse dans le monde entier. Donc ça, c'est vrai que les pratiques et ce qu'on pourrait appeler des technologies comptables sont vraiment à l'origine de l'importation de logiques gestionnaires ou financières dans des secteurs où elles n'existaient pas avant. Donc ça, oui, c'est vrai que c'est un point que j'avais un peu essayé de discuter dans ma thèse, mais le problème, c'est qu'il me manquait des données du coup sur des prisons actuelles. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et ensuite, concernant le coût du transport, alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je me suis pas intéressé, mais je sais que j'avais vu passer dans les archives toute une évaluation en fait sur le coût du fait de transporter les bagnards jusqu'en Guyane. Parce qu'il devait passer d'abord par à un pénitencier à Saint-Martin-de-Ré, je crois, puis ensuite venir en Guyane. Donc c'était des bateaux qui étaient aménagés spécialement. Il y avait des cages où étaient mis les détenus, etc. Et donc c'est vrai qu'au début en fait il y a eu toute une réflexion sur comment on transporte des prisonniers depuis la France sans que ça nous coûte trop cher, quoi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, j'ai pas eu le temps, puis au bout d'un moment, on a une thèse, il faut faire des choix, quoi. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant de voir comment par exemple, il programmait le nombre de convois qu'il allait avoir par an, en fonction des besoins sur place, mais également des flux en métropole, ouais. Mais après, c'est sûr qu'il y a plein de perspectives que j'ai pas vraiment étudiées dans ma thèse, mais qui m'intéressent beaucoup. Et c'est d'ailleurs pour ça que je travaille aussi avec Mohamed dans le cadre de sa thèse et que je continue à travailler avec Pierre aussi sur toutes ces questions-là qui me passionnent. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions, prolongations? Non? Ouais. Bon, Sophie, vraiment, vraiment, merci pour cette intervention. Alors, qui va être suivie par deux autres, hein, je le rappelle, hein, il y a un trio comptable. Bon, et je crois qu'on en a vraiment besoin. Donc, bon, pour les questions pratiques, tu l'as dit, ce sera peut-être plus Pierre Labardin, mais de toute façon, alors vous pourrez sans doute pas tous les trois suivre à chaque fois. Là, je vois qu'il y a Mohamed
Merci et coucou Mohamed. Mais bon, voilà, on en a vraiment, vraiment besoin. Merci beaucoup pour ça. Merci pour cette très riche présentation. Du coup, pour demain, vous avez un travail à faire. Vous avez à lire l'article de Romain Tiquet, qui est dans Google, je sais plus comment, Scholar, là. Il se lit très vite, hein, mais bon, comme on va présenter avec Emmanuel, et on a travaillé avec Annick Lacroix, qui est à Nanterre, mais qui n'est pas là demain. On a travaillé enfin, on va vous présenter un atelier pratique sur la façon dont on lit un article scientifique. Si vous ne lisez pas l'article de Ticket, il y aura toute une partie de cette séance de demain qui sera pas, franchement, très profitable pour vous. Donc, lisez-le avant de vous endormir, hein, et vous allez voir, il va pas vous endormir du tout parce qu'il est vraiment très bien. Donc, c'est vraiment la seule chose, hein, pour demain, mais lisez-le, même s'il est un petit peu tard. Merci à tous, hein, surtout, enfin pas surtout, mais je pense quand même si, surtout ceux qui sont à distance, parce que c'est encore plus dur de tenir à distance, à mon avis, devant les confettis que de tenir nous. Nous, bon voilà, on est là, de toute façon, on va pas s'endormir, hein, sinon ça se verra. Donc bon, donc voilà. Merci Antoine, j'espère qu'on se Merci à reverra vous. dans la semaine et de toute façon après. Merci pour ce travail. Et puis voilà, bah, écoutez, on peut clore cette journée. Je crois qu'il a été très très riche. Hein. Bon, un début peut-être un petit peu lent avec la mise en place, mais ça c'est toujours pareil. Et demain, on donne rendez-vous du coup ici à 9 heures pour la suite, hein, de ces journées. Et puis voilà. Donc, vous avez un seul article Oui, à lire un au seul lieu de article deux. au lieu de deux. L'autre, de toute façon, il fait 5 pages et il se lit aussi très rapidement. C'est l'article de Romain Tiquet. Vous allez il s'appelle Tiquet. Voilà, il est. Alors, j'ai mis le lien, je crois, mais je crois que j'ai mis l'article aussi. Enfin, sinon, le lien, vous tombez, j'ai vérifié, hein, vous tombez dessus directement, donc il n'y a pas de problème. C'est rendre des comptes pour ne pas avoir à rendre Voilà, des comptes. moi, j'ai mis que l'auteur. Non, rendre compte pour ne pas Ouais, avoir à rendre ouais. des comptes. Et Antoine, si tu m'envoies tes PowerPoint, à ce Ouais, moment-là, je les mettrai aussi sur Google Scholar. Et on parfait, les mettra super. aussi sur Chiffre Empire. Merci Ok, beaucoup. merci Bonne beaucoup. soirée. On va vous libérer. Merci Non, beaucoup, merci à toutes et à tous. Et bonne semaine alors. Le dîner, Ah, pour le dîner. Attends, voilà. bah oui, bon, bah Pour là. le dîner, j'ai demandé à l'hôtel Arrêtez. que les gens vont arriver à 20h30.